Bonjour à tous, allumer la lumière, prendre une douche, charger son téléphone. Vous savez, ces gestes du quotidien, ils paraissent tellement simples. Pourtant, ils dépendent de deux ressources qui sont aujourd'hui sous très, très haute tension, l'eau et l'énergie. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe qui est au cœur de notre monde. Comment nos sociétés, qui n'ont jamais été aussi développées, sont-elles devenues si fragiles? C'est une question qui est au centre du programme de géographie de seconde et on va la décortiquer ensemble. Regardez bien cette carte, elle est fondamentale pour tout comprendre. Les pays en rouge et en orange, en gros, ils vivent à crédit sur la planète. C'est-à-dire que leur consommation de ressources est bien plus grande que ce que leur propre territoire peut produire ou renouveler. C'est ce qu'on appelle dépasser sa biocapacité. Et ce qui saute aux yeux, évidemment, c'est cette fracture très nette entre les pays du Nord, qui sont de très gros consommateurs, et ceux du Sud. Ce déséquilibre, c'est vraiment le point de départ de tout notre sujet. Voici donc la question qui va nous servir de fil rouge. Vous allez voir, ce n'est pas juste une histoire de «il n'y en a pas assez pour tout le monde». On va analyser ensemble comment la manière de gérer l'eau et l'énergie, en fait, ça nous en dit long sur les rapports de force, les inégalités et les plus grands défis de notre époque. C'est un enjeu géopolitique absolument majeur. Allez, on attaque le premier gros morceau, l'énergie. C'est simple, c'est le carburant de nos économies, de nos transports, bref, de notre mode de vie. Mais cette dépendance a un coût, et pas seulement sur la facture. Elle est aussi une source énorme de tensions géopolitiques. Ce graphique, il est sans appel. Le chiffre est juste dingue. En 2020, quasiment 80% de toute l'énergie consommée dans le monde vient des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Pensez-y une seconde, les 4/5 de tout ce qui fait tourner la planète. À côté, les renouvelables et le nucléaire font encore figure de poids-plume. Ce n'est plus de la dépendance à ce niveau, c'est une véritable addiction collective. Et cette carte le confirme à l'échelle des pays. Tout ce que vous voyez en violet, ce sont les États où les énergies fossiles représentent plus de 80% du total. Autant dire la quasi-totalité des pays industrialisés et des grandes puissances émergentes. Et ça crée une vulnérabilité immense. La moindre crise politique dans une région productrice, la moindre variation des prix, et c'est toute l'économie mondiale qui tremble. Et maintenant, attention, on va faire un exercice essentiel en géographie, on va croiser les cartes. À gauche, la dépendance aux fossiles qu'on vient de voir, à droite, les émissions de gaz à effet de serre. Le résultat est frappant, c'est presque un copier-coller. Logique, les plus gros consommateurs d'énergie fossile sont mécaniquement les plus gros pollueurs. La conclusion, elle est cruciale, la crise de l'énergie et la crise climatique sont en réalité les deux faces de la même médaille. Et forcément, qui dit dépendance dit besoin de sécuriser à tout prix son approvisionnement. Cette carte, elle montre les grandes autoroutes mondiales du pétrole. Regardez bien ces petits points de passage, comme le détroit d'Ormuz ou le canal de Suez. Ce sont de vrais points de blocage stratégique. Celui qui les contrôle a le pouvoir de perturber l'économie mondiale. Et ça explique pourquoi les grandes puissances militaires y sont présentes en permanence. Bon, on a parlé énergie. Passons à la deuxième ressource vitale, l'eau. De plus en plus, on entend l'expression l'or bleu. Et ce surnom, il dit tout. L'eau est précieuse, indispensable, et comme l'or, elle est de plus en plus convoitée et donc source de conflits. Ce planisphère du stress hydrique, il est vraiment essentiel. Pour faire simple, les zones en rouge et en orange sont celles où on consomme plus d'eau que la nature ne peut en renouveler. C'est un peu comme dépenser plus d'argent chaque mois que son salaire. On est à découvert en permanence. Et on voit bien que ça concerne des régions immenses, de l'Afrique du Nord à l'Asie, en passant par le sud-ouest américain. Cette inégalité d'accès à l'eau est à l'origine de nombreuses crises. Alors, qui boit toute cette eau? Ce graphique est assez incroyable. 70% de toute l'eau douce prélevée sur la planète sert à l'agriculture. C'est juste énorme. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle des conflits d'usage. Imaginez la situation. Dans une région très sèche, qui doit-on servir en premier? L'agriculteur qui produit notre nourriture, l'usine qui donne du travail, ou les habitants qui ont juste besoin d'eau pour vivre? C'est un choix politique et social extrêmement difficile. Et le problème devient encore plus complexe parce que, bien sûr, l'eau se moque des frontières dessinées par les hommes. Regardez tous ces grands fleuves qui sont partagés entre plusieurs pays. Le Nil, par exemple, il traverse 11 pays. Imaginez que l'Éthiopie, qui est en amont, construise un immense barrage. Ça a un impact direct et immédiat sur la quantité d'eau qui arrive en Égypte, en aval. C'est une source de tensions diplomatiques et parfois militaires extrêmement vive. L'eau devient une véritable arme géopolitique. Parfois, toutes ces tensions sur l'énergie et sur l'eau convergent au même endroit. C'est exactement le cas de l'Arctique. On va en profiter pour faire une petite pause. On met le cours de côté un instant pour travailler une compétence qui est absolument clé pour le lycée, l'analyse critique de documents. On va le faire ensemble, étape par étape. Voici le document qu'on va étudier. C'est un dessin de presse de l'artiste Fay, publié en 2014. Alors, le premier réflexe, toujours, c'est de présenter le document.
C'est un peu sa carte d'identité. Quelle est sa nature? Un dessin de presse? Qui est l'auteur? Fait. Quand? 2014. Où? Dans le journal Le Progrès. C'est la base indispensable pour comprendre le message. Et voici la méthode en 4 temps. Retenez-la bien, c'est votre couteau suisse pour n'importe quel document. 1. On présente. 2. On décrit ce qu'on voit. 3. On interprète, c'est-à-dire qu'on explique ce que ça veut dire. Et 4. On critique, on prend du recul. C'est cette grille qui fait passer d'une simple observation à une véritable analyse argumentée. C'est ça qu'on attend de vos lycées. Allez, on applique. Description. Qu'est-ce qu'on voit? 2 ours polaires, symbole de l'Arctique, qui plantent des drapeaux sur un iceberg qui fond. Et entre les deux, une pompe à essence. Étrange, non? Maintenant, l'interprétation. Qu'est-ce que le dessinateur veut nous dire? En fait, il dénonce une situation qui est à la fois tragique et ironique. La fonte des glaces, qui est une catastrophe écologique, donne accès à de nouvelles ressources en pétrole et en gaz, qui sont justement la cause de cette fonte. Et ça excite l'appétit des grandes puissances qui se préparent à se partager le gâteau. Le message est très clair, une crise environnementale est en train de se transformer en une course géopolitique. Bon, le constat est assez lourd, on est d'accord. Mais alors, on fait quoi? Est-ce qu'il y a des solutions pour gérer ces pénuries? On va voir ça maintenant. Mais attention, spoiler, il n'y a pas de solution miracle. Et très souvent, une solution à un problème en crée un nouveau. C'est tout le paradoxe de la gestion des ressources. Pour l'eau, on a en gros 2 grandes stratégies qui s'opposent. D'un côté, la fuite en avant technologique. C'est l'exemple du Qatar. C'est un pays désertique, alors ils construisent des usines gigantesques pour transformer l'eau de mer en eau douce. C'est efficace, oui, mais le problème, c'est que ça consomme une quantité phénoménale d'énergie fossile. On résout un problème, mais on en aggrave un autre. De l'autre côté, la coopération diplomatique. C'est l'exemple du fleuve Colorado, partagé entre les États-Unis et le Mexique. Ils ont des accords de partage de l'eau, c'est une solution plus durable, mais elle reste très fragile, à la merci des tensions politiques et de la sécheresse. Et pour illustrer ces paradoxes, il y a un cas d'école, l'Australie. Ce pays est l'un des plus grands exportateurs de charbon et de gaz au monde. Toute son économie est basée là-dessus. Et en même temps, l'Australie subit de plein fouet les conséquences du changement climatique avec des sécheresses et des incendies terribles. Ils essayent donc de développer les énergies renouvelables. C'est le grand écart permanent et c'est extrêmement compliqué à gérer. Justement, ce mot qu'on entend partout, la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il s'agit du passage d'un système basé à fond sur le pétrole, le gaz et le charbon à un nouveau modèle qui repose sur 2 piliers. D'un côté, développer les énergies renouvelables, bien sûr, mais de l'autre, et c'est tout aussi important, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire consommer moins et consommer mieux. C'est un changement total de notre société. Bon, on arrive au bout de notre analyse. Il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Ce qu'on a vu, c'est que les questions d'eau et d'énergie, ce ne sont pas juste des problèmes techniques. Ce sont des enjeux qui sont à la fois politiques, sociaux et environnementaux, et qui se jouent à toutes les échelles, du quartier jusqu'à la planète entière. Donc, pour répondre très directement à notre question du début, oui, absolument, la gestion de l'eau et de l'énergie est un miroir des fractures du monde actuel. Elle met en lumière les inégalités criantes de développement, elle nourrit les rivalités entre pays pour le contrôle des ressources, et elle nous met tous face à une urgence climatique qui, pour le coup, ne pourra être résolue que par la coopération mondiale. Avant de se quitter, voilà une petite fiche de révision, votre boîte à outils pour ce chapitre. 4 notions clés à maîtriser parfaitement: stress hydrique, conflit d'usage, nappe phréatique et énergie fossile. Ce ne sont pas juste des mots à apprendre par cœur. Ce sont les concepts qui vous permettront de construire une analyse précise et bien argumentée. Et je voudrais vous laisser avec une question ouverte. Face à ces défis qui sont immenses, on a bien vu que la technologie toute seule ne suffira pas. La vraie question, elle est peut-être là. Quel est le bon équilibre? Comment est-ce qu'on peut combiner à la fois plus de sobriété dans nos modes de vie, de l'innovation technologique, mais aussi de la justice sociale, pour être sûr que personne ne soit laissé sur le bord de la route? Il n'y a pas de réponse simple, et honnêtement, c'est sans doute le plus grand défi de votre génération.